Ce foulard, je l'avais donné à Tenzing en 1952, en lui disant, ben voilà, si tu y retournes, il te tiendra chaud. Et Tenzing l'avait pris avec lui dans l'expédition de 53 avec les Britanniques. Mais alors, ce qui m'a profondément touché, impressionné, c'est qu'au retour de son expédition victorieuse de l'Everest en 53 avec les Anglais, son premier souci était de me faire parvenir ce foulard, par poste, recommandé, express, etc., en me disant, voilà une partie de toi qui est montée avec moi au sommet. I used to ask my mother, can you show me, can you introduce to me one Je day? demandais toujours à ma mère, est-ce que tu pourras me présenter un jour l'homme qui a gravi l'Everest? Et elle me disait, mais c'est celui qui vient chaque matin chez nous pour te réveiller et t'emmener faire une promenade. C'est lui, le Tenzing. Je n'arrivais pas à le croire et je continuais à chercher ce fameux Tenzing. Et ma mère, elle, me répétait avec patience que c'était bien mon grand-père, c'était bien lui qui avait vaincu l'Everest. Plus tard, j'ai admis l'évidence et je me suis senti tellement fier d'être son petit-fils. Si vous aviez connu mon grand-père, il vous aurait enthousiasmé. Malgré sa gloire, toute sa vie, il a conservé une grande humilité. C'est clair que j'étais grimpé au Salève avec lui. Puis tout gamin, on a fait des courses en montagne, etc. Mon père, c'était quelqu'un de puissant, mais tout à la fois vachement tolérant, respectueux de beaucoup de choses, respectueux des nouvelles tendances, respectueux des avis qui pouvaient différer, quoi. La tolérance fait qu'on ne juge pas les gens, hein, et il ne jugeait pas, hein. Et son leitmotiv, ça a toujours été de se faire plaisir, finalement, en montagne, hein. Il n'y avait pas d'esprit de compétition, où il n'était pas poussé par un côté nationaliste. Ça fait 20 ans que je marche dans ses traces, et j'ai jamais eu de pression de faire mieux, ou tout aussi bien, etc. Parce que, d'abord, je pense que j'arriverai jamais à faire aussi bien de ce qu'ils ont fait à l'époque, hein. Et voilà, j'ai jamais eu cette pression, quoi. Fermant la vallée du Khumbu, le Chumulungma, l'une des montagnes sacrées des Sherpas. Elle sera rebaptisée du nom de Sir George Everest par les Anglais en 1852, lorsque ceux-ci établiront qu'il s'agit du plus haut sommet de la planète. Depuis la première expédition en 1921, et durant une trentaine d'années, toutes les tentatives pour atteindre le mythique mont Everest seront lancées depuis le versant tibétain. Mais au début des années 50, alors que le Tibet, envahi par l'armée communiste chinoise, est fermé, le Népal s'ouvre enfin et les alpinistes découvrent le versant sud de l'Everest. Après 2 reconnaissances au Népal, faites par les Anglais et les Américains en 1950 et 51, le pessimisme est de rigueur. Le glacier du Khumbu semble infranchissable. Loin d'être découragé par ce constat, et même plutôt stimulé par le défi, un groupe de 8 alpinistes suisses de Genève, associé à mon grand-père, le Sherpa Tenzing, va tenter depuis le Népal la première ascension de l'Everest, départ de l'expédition en mars 1952. C'était un groupe d'amis inséparables, et plus que des alpinistes, c'étaient surtout des aventuriers. Il y avait Raymond Lambert, qui était guide, et ses amis, René Aubert et Léon Fleury. Et puis mon grand-père, Tenzing Norgay, qui sera le premier homme au sommet de l'Everest l'année suivante, avec le néo-zélandais Sir Edmond Hillary.
Les 5 autres membres de l'expédition, tous des Suisses, étaient le médecin Gabriel Chevalet, le benjamin de l'équipe, Jean-Jacques Asper, le chef technique, René Dittert, Ernest Hofstetter et André Roch, qui va filmer l'expédition. Le 28 mai 1952, Raymond Lambert et Tenzing Norgay s'arrêteront à une hauteur de 8600 mètres, à 200 mètres du sommet de l'Everest. Pour moi, je pense que c'est l'alpinisme par excellence, c'est-à-dire l'alpinisme découverte, des aventuriers, des gens qui osent aller sur les montagnes où il n'y a pas de tracé connu, où il faut découvrir chaque jour ses pas et pour finalement peut-être arriver au sommet. Ils auraient pu très bien réussir le sommet parce que je crois que les compétences de Raymond Lambert étaient suffisamment importantes pour arriver au sommet avec Sherpa Tenzing en 1952. C'était vraiment une équipe fabuleuse. Ils ont fait pour moi un grand exploit qui était peu reconnu, mais ils sont presque arrivés. Et pour moi, quelque chose qui était fabuleux là-dedans, c'est cette sagesse d'avoir dit à 8600 mètres, si on va plus loin, on n'en revient pas, puis d'être revenu. Pour moi, c'est la plus grande des victoires qu'ils ont eues. Yves et moi-même n'étions pas nés lorsque son père et mon grand-père sont parvenus à 200 mètres du sommet de l'Everest. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous allons essayer de gravir ces 200 derniers mètres, essayer de finir tous les deux ce que Raymond Lambert et mon grand-père rêvaient de faire ensemble. Ils sont décédés tous les deux, il y a déjà quelques années, ainsi que la plupart des membres de l'expédition de 1952. Afin que le monde n'oublie pas que ces pionniers ont ouvert la voie de l'Everest, nous avons monté une expédition entre amis qui suivra le même chemin. L'un des derniers survivants de l'aventure de 1952, Jean-Jacques Asper, va même nous accompagner. Avec Yves Lambert, il y a aussi Stéphane Schafter, le chef d'expédition, le célèbre guide et grand himalayiste Jean Troyer, le médecin Philippe Arvis, le photographe Guillaume Vallot et moi, Tashi Tenzing, qui les attend à Katmandou. Ça a bien évolué par rapport à maintenant, car il n'y avait pas de route qui arrivait à Katmandou. Il n'y avait que des chemins et nous sommes arrivés par avion. Quand un avion arrivait, les gardes de l'aéroport chassaient les vaches pour qu'on puisse atterrir. Et on a voulu atterrir et puis une vache à ce moment-là est revenue en arrière. Alors le pilote a dû remettre les gaz puis on a refait un tour pour se poser. Alors de Katmandou, nous sommes partis à pied pour le camp de base de l'Everest où nous avons mis 23 jours de marche. Pour ceci, nous avions environ 4 tonnes de matériel et nous avons engagé 180 porteurs qui portaient chacun 30 kilos en moyenne. Nous étions parmi la première expédition au Népal. Nous avons croisé des gens qui n'avaient jamais vu d'Européens. Nous allions vers l'inconnu. On se posait beaucoup de questions. Il n'y avait pas de carte à l'époque, donc c'était vraiment de l'exploration. À un moment donné, on tourne une sorte de colline et on voit le panorama de l'Everest avec tous ses satellites. Lhotse, Nuptse, Tamserku, enfin toutes ces montagnes. Et c'était fabuleux. On était excités à ce moment, quand on a vu ça. On s'est arrêté, on a fait beaucoup de photos. On était tous
pris d'un enthousiasme complet, on était motivés à 100%. It's a great pleasure to be with the team. C'est vraiment super de faire partie de cette expédition. Mais je suis impatient qu'on se mette en route et que l'aventure commence. I think the Sherpas and the Swiss had a wonderful En 1952, les Suisses et les Sherpas étaient très amis. Mon grand-père parlait souvent des bons moments passés avec ses amis suisses. Et c'est cette même amitié qui rend aujourd'hui notre expédition à l'Everest vraiment unique. Will be very unique to our team. J'aime bien Katmandou, on avait beaucoup de choses à faire, mais là, après 3 jours, je me réjouis de marcher puis entendre des clochettes, des yaks aussi. We hope you enjoy your flight. Thank you. Hello. Your attention, please. Flight IC 408. Jours de marche pour atteindre le camp de base. C'est un voyage qui nous éloigne des villes, des routes et du confort, et qui va modifier notre rythme, nos pensées, nos sentiments. Nous avons avec nous les carnets de l'expédition de 1952, les carnets de route de Raymond Lambert. En relisant ce qu'il écrivait il y a 50 ans, il nous semble qu'il est là et qu'il nous parle. Au cours de notre marche d'approche, nous irons chaque jour vers un silence plus pur, plus profond. Nous ne connaissons pas encore la qualité du bruit de l'Everest, ce bruit du vent, de la chute des séracs, qui apporte l'angoisse et laisse après lui le silence plus dépouillé, plus absolu. Jusque-là, on avait dû mettre une bonne dizaine de jours depuis Katmandou. Ce sont généralement les coulis, donc les porteurs, qui déterminent les temps de marche journaliers. Alors certains jours, il y a des grandes montées, des descentes difficiles, alors la durée effective en kilomètres est courte. Par contre, quand on est dans des zones moins accidentées, alors on marche peut-être un peu plus longtemps, mais on gagne beaucoup de terrain en kilomètres. Midi, on faisait une halte très courte, on mangeait pratiquement rien ou rien du tout. Et le soir, le cuisinier, parce que nous avions un cuisinier bien sûr, nous faisait des pommes de terre avec des œufs ou des légumes qu'il achetait en cours de chemin. J'emmène Yves à Tamé, dans le village de mon grand-père, Tensing. Un autre très grand Sherpa est né et habite à Tamé. C'est Apa. Nous allons le convaincre de venir avec nous et d'être notre sirdar, le chef des Sherpas, la fonction qu'avait mon grand-père dans l'expédition de 1952. On appelle Sherpa les Tibétains qui ont traversé les cols du Haut-Himalaya pour venir s'installer au Népal. Sherpa signifie d'ailleurs le peuple venu de l'Est. Leur migration a commencé dès le XVe siècle. Hi Yves, this is Appa's house. Is it? Yeah.
It's a nice one. Yeah, nice. Everest Summiter. And there's upper there. Oh, yeah. Ah, Upper. Oh. the famous Appa. Hello. Namaste. Hello. Oh, nice to see you. Oh, good to see you, Appa. Nice to see you. Good to see you. Good to see you. Yeah. Okay. Good. Very nice lodge. Oh, thank you. Okay, please come in. Thank you. त्यसलाई यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ के हुन्थ्यो अब Si je monte aujourd'hui sur l'Everest, c'est en premier lieu pour améliorer les conditions de vie de ma famille, pour que mes enfants puissent faire des études, qu'ils n'aient pas besoin plus tard de risquer leur vie comme je le fais. En second lieu, comme je détiens le record mondial avec 11 ascensions du sommet de l'Everest, j'aimerais porter ce record à 12. Je suis devenu une célébrité dans le monde de l'alpinisme pour avoir fait 11 fois le sommet de l'Everest. Mais à la fin de chaque jour, je ne suis qu'un Sherpa qui s'appelle Appa, qui vit dans son petit village de Tamé, qui aime et qui est aimé par les habitants de son village. Je ne suis pas attiré par les villes, j'aime être dans la montagne, c'est ma place. Et je veux rester quelqu'un de simple. Jean-Jacques Asper doit ménager son cœur. Alors il va nous quitter à Namche Bazar. C'était vraiment bien de l'avoir quelques jours avec nous. Quand on a vu la montagne, on était vraiment stupéfaits, on était éberlués, on s'est dit c'est fantastique, on va tâcher de gravir cette montagne, mais ce sera très difficile. C'était très difficile, puisque Raymond Lambert est monté avec Tenzing jusqu'à 8600 mètres, donc pas très loin du sommet. Je ne sais pas si on a commis des erreurs. Disons qu'on est resté très longtemps à haute altitude, à 7000 mètres, on est tous restés presque une semaine, et là on s'est détruit le corps sans le savoir. Et ensuite on est monté à 8000 mètres, de 7000 à 8000 en un jour. Donc là aussi on s'est dépensé complètement, on s'est partiellement détruit. Et l'Everest n'étant pas très loin, on avait toujours un espoir, mais l'espoir faiblissait de plus en plus parce qu'on était de plus en plus fatigué. Et on est resté 2 jours et 3 nuits au col sud, à attendre des conditions meilleures, mais il y a un vent énorme et quand on est dans le panache de neige, on est asphyxié, on ne peut pas respirer. Donc c'est extrêmement difficile puisqu'on n'avait pas de masque à oxygène. Revoir la montagne maintenant, 50 ans après, ça me fait tout drôle. Voilà notre matériel qui descend du ciel. Les 180 porteurs de 1952 se sont transformés aujourd'hui en un gros hélicoptère russe. Jean Troyer, qui connaît tout le monde à Katmandou et sait si bien naviguer dans les méandres de l'administration népalaise, était chargé de prendre soin du matériel. 1600 kilos d'équipement et de nourriture qui nous seront nécessaires pour les 2 prochains mois. Maintenant, il faut emmener tout ça jusqu'au camp de base. Et si en 1952, c'était les porteurs qui s'y collaient, maintenant, tout sera chargé sur le dos des yaks.
Pour nous, Sherpas, la religion est très importante. C'est ce qui règle toute notre vie. Nous avons une profonde philosophie de compassion et de tolérance qui nous est transmise par nos ancêtres et qui nous demande de faire le bien autour de nous. Pas seulement aux gens, mais à toutes les créatures vivantes, à toute la nature. Nous sommes ici dans le monastère de Tengboche, construit il y a une centaine d'années et qui préserve aujourd'hui l'héritage culturel des Sherpas. Dans cette région, nous suivons les rites très anciens du bouddhisme Nyingmapa, qui ont été apportés au Tibet au VIe siècle par un moine célèbre du nom de Guru Rinpoche. Cet enseignement tantrique est très répandu dans les régions du Haut-Himalaya et il est préservé et entretenu dans ce monastère. Je ne crois pas particulièrement à un dieu. Je ne veux pas céder à cette mode de jouer le faux bouddhiste parce qu'on est dans un pays bouddhiste. Mais je crois à une force, quelque chose qui nous suivrait ou qui nous regarderait, mais sans pouvoir le déterminer ou le nommer. J'ai du respect pour leur religion, parce que je trouve beau d'être croyant. Et je pense que respecter sans partager est la meilleure forme de tolérance que l'on puisse avoir, et qui est quand même un peu la base du bouddhisme au sens où c'est enseigné dans ces pays. La tolérance. Je crois qu'à l'époque, mon père était déjà très respectueux de la religion et des populations. Et tous les membres de l'expédition ont toujours été très respectueux des populations et de leur religion, parce que de nouveau, c'était moins des alpinismes au sens purement technique du terme, mais c'était aussi des explorateurs. Ils découvraient cette région alors que, pour ainsi dire, aucun homme blanc n'était venu jusqu'ici. Donc, ils avaient nécessairement ce respect au sens large. Quand j'étais toute petite, je suis venue dans la montagne pour travailler comme servante, à Kunjung. Plus tard, je suis allée à Tamé et je suis tombée amoureuse d'un Sherpa. Il possédait plusieurs yaks. Nous nous sommes mariés et nous avons eu une fille. Quand elle a été sevrée, j'ai eu envie de retourner travailler. Il nous fallait plus d'argent pour élever notre fille. Mon mari et moi sommes actuellement sur les chemins avec nos yaks et ma fille est chez mes beaux-parents. J'aime bien parcourir la montagne et m'occuper de mes yaks. Ils avancent doucement à leur rythme. La vie est dure par ici, mais dans l'ensemble, on est assez heureux. En route pour Periche, à 3 jours du camp de base. L'endroit est connu pour son hôpital, le seul de la vallée. This fellow came to us this morning with acute pulmonary edema. Brought on by altitude. Ce patient est arrivé ce matin avec un œdème pulmonaire aigu provoqué par l'altitude. Il est probablement monté trop rapidement et la nuit dernière, il se sentait très fatigué. Il a commencé à avoir la tête qui tournait. Ce matin, il était incapable de s'habiller seul et ne pouvait rien avaler. Ses amis l'ont alors redescendu jusqu'ici pour être soigné. Je mesure la saturation de l'oxygène avec un capteur infrarouge placé sur le doigt. Nous avons 84 pulsations par minute et un taux de 87% de saturation d'oxygène dans le sang.
L'apport extérieur d'oxygène a fait passer son taux de saturation de 50% lorsqu'il est arrivé à 87% actuellement, ce qui est tout à fait satisfaisant à cette altitude. Alors le mal des montagnes se différencie en plusieurs stades. Il y a le mal des montagnes simples, on a mal à la tête, on perd l'appétit, on s'essouffle beaucoup plus rapidement que d'habitude. Mais il peut avoir des complications beaucoup plus graves, comme l'œdème aigu du poumon que l'on vient de voir à l'hôpital de Ferice, ou encore plus grave, l'œdème cérébral. Un œdème, c'est de l'eau qui se met dans les poumons ou dans le cerveau. Alors la cause est liée au manque d'oxygène. Ce manque d'oxygène déséquilibre la barrière entre l'air des poumons et le sang. Un médecin himalayen, pour une expédition sur l'Everest, doit être capable, bien sûr, d'exercer son art, mais aussi doit être capable de suivre les membres jusqu'au sommet si possible. C'est toi. Quoi? Ouais, tu t'assieds. Les jambes. Mets-toi bien au fond. Bon Yves, on va fermer. Ok. Je commence à zipper. En 2 temps, hein. Voilà. Autant tester le caisson de recompression quand on est en forme. Il est pliable, pèse 5 kg et permet en cas d'œdème de faire descendre artificiellement l'altitude en augmentant la pression atmosphérique. On peut ainsi ramener un malade à une altitude jusqu'à 3000 mètres inférieure à celle où il se trouve réellement. L'ensemble de la marche d'approche, ce qu'on a respecté par rapport au docteur au niveau acclimatation, donc Lukla, ensuite Pakding, ensuite Namche Bazar, Siangboche, le sentier qu'on a emprunté hier, Pengboche, Pangboche, Periche, on est en ce moment, en remontant la vallée cette fois plus près de l'Everest, on arrive à Lobuche, donc on est déjà en bordure du glacier qui vient de l'Everest. On continue sur Gorachep, au-dessous du Kalapatar, le point de vue panoramique de la combe ouest, Nuptse, Everest, puis Maury, je dirais. Et de Gorachep, on rejoint le camp de base, donc à 5200 mètres, au pied de l'Everest, on sera installé dans 3 jours. Jusqu'au camp de base, j'ai une responsabilité de chef d'expédition, puisque j'ai organisé le projet de A à Z. À partir du camp de base, pour avoir vraiment toute mon énergie à disposition du film, je vais déléguer mes pouvoirs à Jean Troyet et à Pa Sherpa. C'est-à-dire qu'ils vont décider où on installera les camps, ils vont décider où on passe. Et moi, je me baladerai un peu à gauche et à droite de cet itinéraire pour réaliser des images. Malheureusement, j'ai une très mauvaise préparation cette année, puisque je sors d'un accident de parapente. Mais l'Everest, pour moi, étant une montagne relativement facile techniquement parlant, je joue sur le phénomène compétences et connaissances qui me permettent d'être assez serein vis-à-vis de ce tournage. Voilà le sommet. Il n'a pas dû changer en 50 ans. C'est le regard des hommes qui est différent. Aujourd'hui, tout le monde l'a déjà vu, en vrai ou en photo. Ce sommet qui touche à la stratosphère est à près de 6000 mètres au-dessus de nous.
Il est infiniment élevé. Comment douter qu'il touche aux portes interdites et aux limites de la vie?